Bonjour à tous. Nous allons étudier l'anatomie de l'humérus. L'humérus est un os lent qui présente un corps, d'accord, la diaphyse, et deux extrémités. L'extrémité supérieure ou bien l'épiphyse proximale et l'extrémité inférieure ou bien l'épiphyse distale. Il faut savoir que l'humérus présente le squelette du bras. Il s'articule au nom avec la tête, c'est-à-dire avec la tête humérale, avec la cavité glénoïdale de la scapula formant l'articulation de l'épaule. Et il s'articule en bas avec l'ulna et le radius formant l'articulation du coude. Donc, l'humérus présente le squelette du bras. Il s'articule à travers la tête humérale avec la cavité glénoïdale de la scapula, formant l'articulation de l'épaule. Et en bas, il s'articule avec les os de l'avant-bras, avec l'ulna et le radius, formant l'articulation du coude. Pour bien orienter l'humérus dans l'espace, il faut mettre l'extrémité arrondie au nom. En dedans, il faut mettre la surface articulaire de cette extrémité et en avant, il faut mettre une gouttière, d'accord, qui parcourt de haut en bas l'extrémité supérieure. L'humérus présente à décrire le corps, d'accord, vous avez le corps huméral ou bien la diaphyse humérale et vous avez deux extrémités ou bien l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. L'humérus a une forme prismatique triangulaire. Automatiquement, il présente trois faces et trois bords. Commençons par les bords. Donc, il présente trois bords. On a un bord antérieur, saillant. On a un bord latéral, d'accord? Il est à l'extérieur, il est arrondi. Et aussi, on a un bord médial, d'accord, à l'intérieur, qui est aussi arrondi. Aussi, on a dit qu'il présente trois faces, d'accord? On a une face antéro-latérale, on a une face antéro-médiale et on a une face postérieure. Donc, l'humérus présente trois faces. Une face antéro-latérale, d'accord? Elle présente sur sa partie moyenne une empreinte rugueuse en forme de V, d'accord? C'est le V deltoïdien où s'attache le muscle deltoïde. La face antéromédiale, dans son un quart supérieur, elle est parcourue par le sillon intertuberculaire, limité par une crête médiale et une crête latérale, c'est le coulis bicipital. Par contre, la face postérieure est traversée de haut en bas et de dedans en dehors par le sillon du nerf radial. La face postérieure est parcourue de haut en bas, de dedans en dehors par le sillon où chemine ou passe le nerf radial. Après, on va détailler tous les nerfs. Maintenant, passons aux épiphyses. On va commencer par l'épiphyse proximale. L'épiphyse proximale comprend 5 constituants très importants. On a une tête humérale qui s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula, formant l'articulation de l'épaule. On a aussi les deux tubercules. On a un tubercule majeur ou bien la grande tuberosité, aussi on peut appeler le trochité. Et aussi on a un tubercule mineur ou bien on peut aussi l'appeler la petite tuberosité ou bien le tronquin. D'accord? Entre les deux tuberosités, c'est-à-dire entre les deux tubercules et la tête humérale, on a un col anatomique qui va les séparer. D'accord? Et aussi, on a le col chirurgical. Donc, l'épiphyse proximale comprend une tête humérale qui s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. On a le col anatomique qui sépare la tête humérale des deux tuberosités. On a la tuberosité majeure ou bien le trochité ou bien le tubercule majeur, d'accord? On a la grande tuberosité ou bien le tubercule majeur ou bien la trochité.
on a la petite tubérosité, ou bien le tubercule mineur, ou bien le tronquin, et on a aussi le col chirurgical. Le col chirurgical présente l'union entre les deux tubercules et la diaphyse. Commençons par la tête humérale. On a dit que la tête humérale s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula, d'accord? Elle regarde médialement, c'est-à-dire elle regarde à l'intérieur, d'accord? Elle regarde aussi au nez et en arrière pour s'articuler avec la cavité glénoïdale. Elle est circonscrite par le col anatomique, bien sûr. On a dit que la tête humérale est séparée des deux tubérosités par le col anatomique parce qu'elle est circonscrite par le col anatomique et l'axe de la tête fait avec celui de la diaphyse un angle de 130 degrés. Donc l'axe de la tête humérale fait avec l'axe de la diaphyse un angle de 130 degrés. Pour le col anatomique, on a dit qu'il sépare la tête humérale il sépare la tête humérale des deux tubercules, d'accord? On a aussi le tubercule majeur. C'est une grosse saillie latérale, d'accord? On peut la palper. C'est une grosse saillie latérale, donc on peut dire le tubercule majeur ou bien aussi la grande tubérosité, d'accord? Et on a aussi le tubercule mineur ou bien c'est une petite saillie antérieure, d'accord? On a le sillon intertuberculaire ou bien le coulis bicipital qui sépare la grande tubérosité de la petite tubérosité, d'accord? Ça veut dire il y a un sillon intertuberculaire ou bien aussi on peut l'appeler le coulis bicipital qui sépare le tubercule majeur du tubercule mineur, d'accord? Aussi on a le col chirurgical qui présente l'union, d'accord? L'union de l'épiphyse proximale et la diaphyse. Il faut savoir qu'on peut avoir beaucoup de fractures au niveau du col chirurgical. Maintenant, pour l'épiphyse distale. L'épiphyse distale a une forme d'une palette humérale. C'est comme une palette de maquillage. Alors, dans l'épiphyse distale, on a deux massifs. On a un massif articulaire et on a un massif non articulaire, c'est-à-dire le massif articulaire est un ensemble de pièces osseuses qui s'articule avec l'articulation qui s'articule avec les os de l'avant-bras, formant l'articulation du coude. Et le massif non articulaire, c'est un ensemble de pièces osseuses qui n'ont pas des articulations, d'accord? Qui ne vont pas s'articuler, ils vont rester libres. Pour le massif articulaire comprend le capitulum, d'accord? Le capitulum, donc il a une forme arrondie. Voilà, le capitulum de l'épiphyse distale de l'humérus. Il est arrondi, il s'articule avec la cupule radiale et vous avez la trochlée. Elle a une forme d'une poly, d'accord? Baccara, et elle s'articule avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna. Donc, les os de l'avant-bras sont le radius et l'ulna, d'accord? L'épiphyse distale de l'humérus s'articule en bas avec les os de l'avant-bras. Elle s'articule avec la cupule radiale du radius à travers le capitulum et elle s'articule avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna à travers la trochlée. Aussi, on a un espace qui sépare le capitulum de la trochlée, c'est la zone capitulo-trochléaire. Pour le massif non articulaire, on a l'épicondyle latéral et l'épicondyle médial. Alors, commençons par la trochlée. On a dit que la trochlée s'articule avec la grande incésure de l'ulna, d'accord? Avec la grande cavité sigmoïde de l'ulna ou bien avec l'incésure trochléaire de l'ulna. La trochlée a une forme d'une poly, d'accord? Elle présente deux versants, un versant latéral et un versant médial. Le versant médial est plus large que le versant latéral. Elle s'articule avec l'incésure trochléaire de l'ulna et elle est surmontée en avant par la fossette coronoïdienne et en arrière par la fossette olecrânienne. C'est-à-dire en avant et ça veut dire dans la face antérieure de l'humérus et au-dessus, d'accord, au-dessus de la trochlée,
d'accord? Ça veut dire dans la face supérieure de la trochlée, on a une fossette coronoïdienne, d'accord? Et en arrière de la trochlée, on a une fossette olecrânienne. Donc voilà, c'est la face antérieure de l'extrémité distale de l'humérus. Elle présente le capitulum et la trochlée, d'accord? Et dans la face postérieure de l'extrémité distale de l'humérus, c'est-à-dire en arrière de la trochlée, on a la fossette olecrânienne. Donc, la trochlée est surmontée en avant par la fossette coronoïdienne et en arrière par la fossette olecrânienne. Très bien. Maintenant pour le capitulum. Le capitulum, il est visible que sur la face antérieure. Voilà la face antérieure de l'épiphyse distale de l'humérus. On a que le capitulum qui est, bien sûr, on a le capitulum et la trochlée. D'accord? Le capitulum est visible que sur la face antérieure. Par contre, dans la face postérieure, il est absent. D'accord? Donc, le capitulum s'articule en bas avec la cupule radiale ou bien avec la face supérieure du radius. Aussi, on a la zone capitulotrochléaire, un espace qui sépare le capitulum de la trochlée, d'accord? Et cette zone-là, d'accord, cette zone capitulotrochléaire s'articule avec le rebord médial de la tête radiale. Après, on va détailler le radius et je vais vous expliquer comment se fait l'articulation. L'essentiel, il faut savoir que l'extrémité distale de l'humérus présente le capitulum, d'accord, la trochlée, d'accord. Le capitulum est visible que sur la face antérieure. Sur la face postérieure, il n'est pas visible. Il faut savoir que le capitulum s'articule en bas avec le radius, d'accord. Par contre, la trochlée, elle s'articule avec l'incision ulnaire, ou bien aussi on peut l'appeler la grande cavité sigmoïde de l'ulna. Il faut savoir que la trochlée présente deux segments, un segment médial et un segment latéral. Le segment médial est plus large que le segment latéral. Aussi, il faut savoir que la trochlée est surmontée par deux fossettes. D'accord? Dans la face antérieure et au-dessus d'elle, elle est surmontée par la fossette coronoïdienne. Et en arrière et au-dessus d'elle, elle est surmontée par la fossette olecrânienne. Alors, pour la palpation ça nous intéresse pas, mais c'est-à-dire on a la palpation dans l'examen clinique, d'accord? La palpation, on a l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Donc la palpation, c'est que on va chercher est-ce qu'on peut toucher quelques pièces osseuses de l'humérus. Ah ben il faut savoir qu'on peut toucher le tubercule majeur. D'accord? Il est dans la face latérale de l'épaule. D'accord? Vous pouvez toucher votre tubercule majeur dans la face latérale de votre épaule droite ou l'épaule gauche. D'accord? Le tubercule mineur, généralement, on peut le toucher, mais il est un peu plus profond. Il est sous le processus coracoïde. Et aussi, on peut toucher les deux épicondyles. D'accord? On peut toucher les épicondyles dans la face postérieure du coude. L'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Pour la pathologie, j'ai déjà décrit la face postérieure de l'humérus et j'ai dit qu'il y a un sillon où passe le nerf radial. Automatiquement, si vous avez une fracture au niveau de la diaphyse humérale, on peut avoir une lésion du nerf radial. D'accord? Merci.